Bien, donc bonjour à tous, bonjour à toutes. D'abord, je remercie très sincèrement le professeur Cherperel de m'avoir proposé de faire cette conférence. C'est un exercice agréable devant vous. Et puis, ça m'a permis de faire un survol de la nutrition et de m'y pencher. Je remercie le professeur Berche de m'avoir accueilli aussi avec son introduction ce soir. C'est un plaisir d'être ici. Ça fait un petit moment que je traîne dans les locaux de l'Institut Pasteur. Et quand on prend un peu d'âge, il paraît qu'on commence à faire de l'histoire. En général, c'est ce qui arrive assez souvent, n'est-ce pas? Voilà. Alors quand on parle de diététique et de nutrition, eh bien, on a l'impression qu'on en est gavé. C'est peut-être un petit peu le sentiment que vous avez. Mais est-ce que c'est une préoccupation qui est nouvelle? Est-ce qu'elle est ancienne? C'est ce qu'on va essayer de voir et on va passer un peu en panorama tout ce que les hommes ont essayé de dire ou de faire autour de l'alimentation, de la nutrition, pour peut-être prendre en considération que c'était quelque chose qui était important pour eux. Et donc, je vais effectivement remonter à l'histoire très ancienne de ce que l'on sait. Ça sera assez bref quand même, hein, puisque c'est un survol, jusqu'à l'époque contemporaine, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui de nouveau. Et puis on prendra un petit temps à la fin, si vous voulez bien, pour quelques questions, et ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Alors quand on remonte de façon très lointaine dans la préhistoire, vous savez qu'on la divise en gros en deux périodes pour la période humaine, le paléolithique, avant le néolithique, néo plus récent, paléo plus ancien. On peut imaginer que l'homme à l'époque, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, était un mangeur qui mangeait ce que la nature lui offrait. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on ne doit pas oublier, c'est que nous sommes encore aujourd'hui dans cette problématique, c'est celle de manger ce qui est autour de nous. Simplement, à une époque où il n'y avait pas grand-chose à manger, eh bien, c'était sans doute beaucoup plus difficile. Et la préoccupation n'était pas de savoir comment on allait faire ses courses, mais d'abord et avant tout qu'il fallait manger pour survivre. Vraisemblablement, l'homme a toujours eu la notion que quand il ne mangeait pas, il se passait des choses qui étaient très négatives, et c'était sans doute les prémices de la diététique, le sentiment que manger était vraiment quelque chose de vital. D'ailleurs, depuis toujours, l'homme a pu observer que les gens qui mouraient commençaient par perdre du poids, maigrir, puis ensuite mouraient. Et ça a sans doute été à l'origine de ce sentiment que nous avons tous, à savoir qu'être bien portant, c'est bien manger, et bien manger, c'est être bien portant. Autrement dit, le fait de se nourrir suffisamment a toujours été sans doute, dans un inconscient collectif, une nécessité. Et bien sûr aussi, l'autre nécessité qui apparaissait, c'est que quand on ne mangeait pas, eh bien, on était moins performant pour tenir le coup. Ce qu'on peut aussi dire de cette époque, c'est que comme la durée de vie était sans doute très courte, la qualité de ce que l'on mangeait était sans doute moins importante que la quantité. Mais on peut aussi dire que comme il n'y avait pas toujours à manger, il y a sans doute eu des mécanismes d'adaptation extraordinaires qui ont commencé à survenir pour que l'homme soumis à des famines régulières, finalement, puisse s'adapter et survivre. Enfin, le dernier point que l'on peut souligner sur cette époque, c'est que beaucoup de changements dans la situation nutritionnelle des populations ont évolué le jour où la cuisson et donc le feu est apparu. Donc la découverte du feu a dû permettre sans doute d'augmenter considérablement ce qu'on appelle l'efficacité des aliments, notamment l'efficacité des protéines, puisqu'on sait que quand on mange des aliments cuits, ils ont une digestibilité qui est bien meilleure et donc une efficacité qui est bien meilleure. Un certain nombre de chercheurs, d'ailleurs, pensent que le jour où le feu est arrivé, ça a permis d'augmenter l'efficacité de la consommation de viande, et un certain nombre de chercheurs, de paléoanthropologues ou de paléozoologues pensent clairement que la consommation de viande a été un élément parallèle à l'augmentation de taille du cerveau. Et donc, on voit bien que déjà, la qualité de ce que l'on mangeait a pu intervenir. Ensuite, on a eu le néolithique avec un véritable bouleversement qui a permis d'accroître la diversité alimentaire, qui est quand même l'élément clé en matière de nutrition, en matière de diététique, puisque avec l'arrivée de la culture,
Donc culture des céréales, c'était plus uniquement la cueillette, puisque le paléolithique était essentiellement fait de cueillette et de chasse. Au néolithique, la culture, l'élevage ont permis d'augmenter considérablement la variété, mais également la quantité disponible, et puis d'assurer sans doute des apports alimentaires de façon beaucoup plus régulière, puisque quand c'était la chasse et la cueillette, c'était fortement tributaire de la saison et de la disponibilité alimentaire en fonction des saisons et des animaux qui étaient à chasser. Et donc, là aussi, on pense fortement que l'apport de produits laitiers, de viande, a été un élément déterminant dans la taille des individus, mais également, sans doute, dans la taille de leur cerveau, je le disais il y a un instant. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le sentiment qui prévalait vraisemblablement à cette époque, c'était que être bien portant, et notamment pour les femmes, être obèse, être carrément obèse, puisqu'il suffit de regarder les Vénus de Milo et les autres Vénus qui nous reviennent de cette époque, était quand même symbole de fécondité, et c'est un élément extrêmement important pour la survie de l'espèce. Et donc l'obésité qui aujourd'hui est non pas condamnée, mais comment dire, attaquée d'une certaine façon, à l'époque devait être perçue de façon totalement différente, parce que on assimile le surpoids, l'obésité à la fécondité. Et c'est sans doute quelque chose qui est resté. Et c'est d'ailleurs sans doute quelque chose qui physiologiquement est réel, puisqu'on sait que quand les femmes perdent leur graisse, notamment gynoïde, celle du bas du corps, et quand elles perdent leur graisse tout court, eh bien, il y a une disparition de l'ovulation et une infertilité qui peut apparaître. Alors ensuite, on passe et on saute les étapes en parlant un petit peu de ce que la Bible et les traditions religieuses nous enseignent. Et il est assez amusant, intéressant surtout, de regarder le discours omniprésent de la nourriture dans la Bible. Si vous la lisez, je vous y encourage, bien entendu, vous verrez à quel point la nourriture est toujours présente. Elle est toujours présente d'ailleurs en général avec des qualificatifs qui sont extrêmement positifs. J'ai sorti ici un psaume, pas tout à fait tiré au hasard, puisque bien sûr, je les ai regardés, mais c'était un psaume de cette semaine. De la terre, il tire son pain, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, l'huile qui adoucit son visage, le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Donc on voit que la nourriture est toujours considérée comme source de bienfaits. Ça, c'est quelque chose qui imprègne beaucoup la pensée biblique. La nourriture est un don reçu par le Créateur, et donc on en parle en bien. Ceci étant, et là c'est anachronique, j'ai mis la Genèse après, la Genèse est avant les psaumes, puisque c'est le début de l'histoire biblique. Les paroles sont parfois quand même un petit peu crues, et cette phrase que chacun d'entre nous a entendue, sans doute parce qu'elle était assez coutumière, gagner son pain à la sueur de son front, est une phrase biblique qui est survenue après que l'homme soit chassé du paradis terrestre, où il a commencé à devoir trimer pour gagner sa vie, gagner sa croûte, ce qui est devenu ensuite, dans les années 30, 40 et 50 du XXe siècle, non plus gagner son pain à la sueur de son front, mais défendre son beefsteak. On voit qu'on a complètement changé de registre. En tout cas, gagner son pain à la sueur de son front a été une des conditions humaines après que il y ait eu l'histoire du paradis terrestre que l'on a dû abandonner. En tout cas, dans la Bible, la nourriture est omniprésente, avec beaucoup de sagesse d'ailleurs, et la prévention semble présente dans le discours biblique. Je donnerai quelques illustrations, enfin une illustration. Vous pourriez en retrouver non seulement, comme ici, dans l'Ecclésiaste, mais également dans l'Ecclésiastique, dans les Proverbes, dans les Psaumes, dans le livre de la sagesse, peut-être aussi dans le Cantique des Cantiques. Je vous engage à parcourir ces chapitres qui sont extrêmement vivants et qui sont pleins de poésie. Mais lisez plutôt avec moi ce texte sur la tempérance dans la Bible, dans l'Ecclésiaste, qui donne un petit peu finalement des règles de vie, un peu comme si il y avait déjà beaucoup de bon sens.
Mon fils, pendant ta vie, éprouve ton tempérament. Vois ce qui t'est contraire et ne te l'accorde pas. Car tout ne convient pas à tous, et tout le monde ne se trouve pas bien de tout. Ne sois pas gourmand de toute friandise, et ne te jette pas sur la nourriture, car trop manger est malsain. L'intempérance provoque les coliques, beaucoup sont morts pour avoir trop mangé. Celui qui se surveille prolonge sa vie. C'est quand même extraordinaire de voir un texte comme celui-là, dont on pourrait dire qu'il n'y a presque rien à retrancher, y compris après ce que nous savons aujourd'hui de la nutrition. Beaucoup de prudence, beaucoup de sagesse, beaucoup de bon sens. La lutte contre les excès, bien sûr. En même temps, dans d'autres textes, on voyait à quel point le plaisir alimentaire est omniprésent dans ces textes traditionnels, ces textes religieux bibliques. Alors ensuite, il y a eu l'Antiquité qui est quand même, dit-on, la mère de la médecine moderne et la mère de la diététique, en particulier avec Hippocrate. Et donc j'ai remis ici un certain nombre d'auteurs anciens dans l'Antiquité grecque, où on avait déjà un peu ces notions d'hygiénisme, avec en même temps l'épicurisme qui était toujours présent dans cette culture grecque, également dans la culture romaine. Et donc en reprenant un certain nombre d'auteurs anciens, on voit déjà des préceptes assez classiques qui sont énumérés, par exemple la notion d'homéomérie, qui correspond finalement aux petits composants des aliments qu'on appellerait aujourd'hui les nutriments, ou un peu plus loin avec un autre auteur moins connu, moins connu que Hippocrate, Empédocle d'Adrigente, la théorie des 4 humeurs, ou bien le principe de pur et d'impur, qui ont quand même été des principes longtemps admis, et on voit aujourd'hui que le pur et l'impur ont été transformés en bons et mauvais aliments. J'en reparlerai tout à l'heure. Quant aux 4 humeurs, ça imprégnait encore pendant très très longtemps toute la pensée du Moyen-Âge, mais vous savez que le Moyen-Âge est beaucoup inspiré de la pensée grecque, bien entendu. Puis on cite bien sûr Hippocrate, qui est, dit-on, le père de la diététique moderne, qui a écrit, aurait écrit, sans doute c'est peut-être pas tout à fait dans ces termes-là, que vos aliments soient vos remèdes ou vos médicaments. Donc Hippocrate, vraiment, l'homme qui a émis, un des premiers qui a émis cette notion de l'importance de l'alimentation pour la prévention et pour la santé, vraisemblablement. Et puis ensuite d'autres auteurs qui ont commencé à discourir sur les régimes, écrire des traités sur la diète, la nourriture, la nature de l'homme. Vous voyez qu'il y a toujours beaucoup de philosophie dans ces pensées grecques. Aristote, l'âme comporte 3 fonctions, végétative ou nutritive, sensitive et motrice, intellectuelle et raisonnable. Et donc, notre nutrition doit aussi allier ces 3 fonctions. Et puis après, un peu plus récemment encore, des principes vraiment beaucoup plus concrets, nécessité de restreindre l'eau et le sel, par exemple, en cas d'hydropysie qui correspond en fait à nos œdèmes. Toujours dans l'Antiquité, Platon, bien entendu, on ne peut pas passer à côté de Platon, où philosophie et diététique se rejoignent, avec les dialogues de Platon, que vous connaissez, j'imagine, où là, il explique vraiment que l'excès est responsable de nombreux maux, et donc en tire le principe de modération, qui est un principe tout à fait basique en nutrition, la modération, qu'on avait déjà dans les livres bibliques anciens, dont j'ai parlé il y a un instant. Et puis Platon qui observait à son époque ce que les contemporains mangeaient, le régime méditerranéen, qui était déjà décrit très précisément par Platon, sous toutes ses coutures, comme un régime tout à fait sain et sûr. Donc Platon qui était franchement déjà dans ce qu'on appellerait aujourd'hui la diététique. Et puis il y a l'Antiquité romaine qui est intéressante aussi, qui est un peu différente, où le principe d'incorporation, c'est-à-dire l'homme est ce qu'il mange, nous sommes ce que nous mangeons, nous devenons ce que nous mangeons, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui était très imprégné dans la culture romaine, et ça trouve son expression notamment dans ce que l'on appelait, dans ce que l'on pratiquait, ou conseillait plutôt pour l'alimentation des sportifs, et on sait qu'on donnait aux sportifs, en fonction
des qualités attribuées à l'animal et en fonction des qualités du type d'activité sportive que les gens devaient avoir, on leur donnait une alimentation particulière. C'était les premiers régimes ou la première diététique des sportifs. À un coureur, on donnait par exemple de la gazelle, à un sauteur, on donnait du lièvre, et à un lutteur, on donnait du buffle. Comme ça, on était sûr qu'il acquérait les propriétés. La plupart d'entre vous souriez quand vous entendez ça, et vous avez bien raison, puisque ça nous paraît amusant, mais c'est quand même une pensée qui imprègne encore, et c'est tout à fait normal, la pensée moderne, avec nous devenons ce que nous mangeons, et aujourd'hui on est passé à un autre registre. On parlera tout à l'heure de l'empoisonnement, qui est toujours une pensée aussi qui est très très forte. Hein. Et puis peut-être aussi qu'aujourd'hui, eh bien, un certain nombre d'hommes ont du mal à manger des légumes, parce que des légumes, quand même, franchement, ça donne pas beaucoup de force avec le faible niveau calorique. On voit quand même que cette pensée, qu'on appelle parfois aussi pensée magique, a imprégné beaucoup d'autres cultures. Je n'aurai pas le temps d'en parler, mais dans la médecine chinoise, eh bien, il en est de même. Et ça a été à la source de l'inspiration de la macrobiotique, hein, qui est initialement chinoise et qui est devenue japonaise plus tardivement, reprise par Oshawa, hein, qui est un japonais, et puis développée ensuite par son disciple Michio Kushi. Mais c'est vraiment chinois au départ, c'est-à-dire que par exemple, quand vous avez des maladies du cerveau, il faut manger des noix, parce que les noix ont une forme de cerveau. Quand vous avez maladie du poumon, il faut manger du chou-fleur parce que le poumon ressemble à du chou-fleur. Et quand vous avez maladie rénale, il faut manger des haricots parce que le haricot ressemble au rein. Et donc, c'est ce qu'on appelle la théorie des signatures ou le principe de similitude qu'on retrouve aussi, bien sûr, dans d'autres disciplines, notamment dans l'homéopathie. Hein. Et puis, c'est aussi en liaison avec le yin et le yang, c'est-à-dire que tout s'oppose, tout se complète. Le yin dilaté, le yang resserré, le chaud, le froid, l'humide, le sec. Enfin, on le reverra après dans la diététique moyenâgeuse. En tout cas, la symbolique alimentaire est extrêmement importante dans les conseils diététiques qui ont toujours été donnés aux populations, avec ce que je mange va devenir ce que je suis. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important et qui était tout à fait prévalent à l'époque romaine. Au Moyen-Âge, mais l'école de Salerne, dont le professeur Berche parlait il y a un instant, la grande école de Salerne, au XIe et puis XIIe siècle, qui, là aussi, était une école pleine de sagesse. Vous voyez ce texte que je vais lire avec vous. « Veux-tu jouir en paix d'une santé prospère, chasse les noirs soucis, fuis ton emportement, ne bois que peu de vin, soupe légèrement. Souviens-toi de marcher quand tu quittes la table. Du sommeil en plein jour, crains l'attrait redoutable. Crains en toi le séjour de l'urine et des vents. Fidèle à ces conseils, tu vivras de longs ans. Es-tu sans médecin? Les meilleurs, je l'atteste, ce sont, crois-moi, repos, gaieté, repas modeste. » On voit vraiment à quel point, si vous voulez, on n'a rien inventé aujourd'hui avec nos conseils de diététique. C'est quand même extrêmement réjouissant. Et en même temps, peut-être, on se dit pourquoi on travaille encore, puisqu'il y a tant de bon sens qui étaient déjà donnés. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Ça aussi, c'est une pensée biblique. Alors, on saute au Moyen-Âge, bien entendu, déjà avec l'école de Salerne, on continue, avec Sainte Hildegarde de Bingen, la sainte écolo ésotérique, que vous connaissez bien, qui a été bien récupérée par le New Age, qui n'était pas du tout New Age, rassurez-vous, mais qui avait écrit beaucoup de livres sur les pierres précieuses, sur la diététique, et puis beaucoup d'autres éléments, mais c'est pas pour cela qu'elle a été sainte, semble-t-il. En tout cas, elle est très appréciée et on lui attribue énormément. Elle a écrit beaucoup de choses qui sont pas toujours, j'allais dire, parfaitement en harmonie avec ce que la diététique dit aujourd'hui. Enfin, bon, on peut retirer quelques bonnes phrases. Vos aliments doivent être vos forces curatives. Donc déjà, cette idée qu'on avait reprise de Hippocrate. Et puis, par exemple, débuter la journée par un repas qui chauffe l'estomac, mais pas trop. Qui chauffe, car sinon elle fait naître la lèpre, les brûlures dans le ventre. Donc attention. Et puis Sainte Hildegarde, c'est aussi des choix sélectifs, notamment en matière de légumes, en matière de fruits. Et elle conseille d'éviter une trop grande quantité de crudité, sauf
Et chacun y va de son petit discours là-dessus. La laitue bien assaisonnée, les pommes, les coings, les citrons, la betterave, le céleri rave, le fenouil cru, le persil et l'ail cru. Alors si on cherche à savoir pourquoi, c'est très difficile. Je pense que Saint-Hildegarde était visionnaire, mais peut-être qu'on pourrait considérer qu'elle n'avait pas forcément une clairvoyance sur tout. Mais pourquoi pas, elle recommandait l'épeautre, vous savez, cette variété un peu antique de blé auquel on attribue peut-être un peu plus de propriété que pour les autres. Pourquoi pas Saint-Hildegarde? Et il y a des livres, il y a des recettes de cuisine Saint-Hildegarde, il y a des associations Saint-Hildegarde. Pourquoi pas? Au Moyen-Âge, quelque chose qui est très intéressant, c'est la hiérarchie sociale des aliments. Ça, c'est extraordinaire. Ça a été bien développé dans des livres, notamment par un de mes amis, Eric Bienlouès, qui vient souvent ici, qui montre que, en fait, on mangeait en fonction de sa classe sociale et en fonction de sa tâche. Vous savez qu'il y avait 3 classes sociales à l'époque, au Moyen-Âge. C'était pas encore l'Ancien Régime. C'était pas le clergé, les aristos et la population de base. C'était oratoré, donc les priants. Bellatoré, les luttants, c'est-à-dire ceux qui sont en fait les princes, en quelque sorte. Voilà. Et puis laboratoré, ceux qui travaillent. Donc plutôt du côté des paysans. Et donc pour chaque catégorie, bien sûr, un style alimentaire recommandé. Oratoré, forcément la frugalité. Quand on prie, il faut être détaché des biens de ce monde, et donc pour se détacher, un peu de frugalité. Bellatoré, on a le droit à ce moment-là aux viandes rôties et grillées. On a droit aux quantités, et puis on va donner aussi des épices qui vont donner du tonus. Et puis, quand on est plutôt des classes sociales aisées, on est plus près du ciel, et donc on a le droit de consommer les oiseaux, qui sont les grands oiseaux, ceux qui volent très haut. C'est l'époque où on mangeait des hérons, on mangeait des flamands, on mangeait des oiseaux qui volaient très haut, parce qu'ils sont plus près du ciel, et le ciel, finalement, c'est notre avenir. Il y a aussi une hiérarchie religieuse au choix alimentaire, c'est très intéressant. Et puis, laboratoré, c'est bien le bas peuple, lui, il a droit aux légumes qui poussent par terre, c'est pas très brillant, avec aussi une possibilité un attrait pour les légumes secs, qui ne sont pas non plus extraordinairement brillants. Les oiseaux, oui, mais pas les oiseaux qui volent. La basse-cour, ceux qui sont dans la terre, ceux qui ne volent pas, sont aussi consommables. Parmi les fruits et les légumes, il y a un ordre décroissant. Ceux qui sont les moins prisés, c'est quand même ceux qui sont le plus proches possible de la terre. Les bulbes, ils sont dans la terre, les racines sont dans la terre, les feuilles, ça va un peu mieux, les tiges, ça va un peu mieux, les fruits, ça va, mais pas le melon et la fraise qui courent par terre. Donc on voit vraiment qu'il y a une hiérarchie sociale, mais aussi une symbolique religieuse, bien entendu, liée au fait que la terre, c'est moins bien que le ciel, puisque notre avenir, c'est le ciel, comme chacun sait, dans la foi. Alors ensuite, du Moyen-Âge à la Renaissance, on passe à d'autres principes, et notamment donc en fonction des classes sociales, j'en ai parlé, mais aussi en fonction des tempéraments, en fonction des saisons, et on va conseiller en fonction du tempérament, soit à manger froid et sec, soit à manger froid et humide, soit chaud et sec, soit chaud et humide, et chaque aliment est classé selon qu'il soit chaud et humide, et qu'il va falloir corriger parce qu'on est froid et sec. C'est un peu le yin et le yang qui réapparaissent, si vous voulez, où il y a toujours cette dualité. En fonction des saisons, bien entendu. Et par exemple, au printemps, éviter d'accroître les humeurs qui abondent, manger des viandes légères et saigner pour ôter les humeurs. Les maladies étaient toujours considérées comme quelque chose qui venait des humeurs qui tournaient. D'où le terme être de mauvaise humeur, faire de l'humeur noire, et donc d'où la nécessité de saigner, de sangsues, de saigner physique, parce qu'il fallait retirer ces humeurs qui étaient la cause des maladies. On n'avait aucune idée sur le fait que les maladies pouvaient venir de l'extérieur. Il a fallu attendre quand même quelques années, j'en parlerai dans un instant. À la Renaissance, des philosophes extrêmement courus comme Cornaro, vénitien, lui donne des conseils pour vivre plus longtemps. Pasteur, vous savez que c'est notre vivre mieux et plus longtemps. C'est notre devise aujourd'hui. On aurait adopté Cornaro très bien, devenir médecin soi-même, écouter son corps et ses sensations internes. Et il écrit quelque part, par exemple, « J'ai mal dormi, le vin m'a provoqué une forte sensation de mal-être, j'en ai fait des cauchemars, je ne boirai plus. » Donc on voit là aussi un peu de bon sens, et notamment cette écoute des sensations internes nous plaît bien
à nous nutritionnistes qui aujourd'hui disons volontiers, écoutez ce que votre corps vous dit, il vous enseigne sur ce que vous devez manger, écoutez votre sensation de faim, de rassasiement, écoutez aussi les sensations de trop-plein, mangez ce qui vous convient, soyez votre propre médecin. Toujours Moyen-Âge, Paracelse, et on arrive à la limite avec la Renaissance, bien entendu, c'est la fin du Moyen-Âge, c'est le début de la Renaissance déjà. Paracelse, qui est ce médecin suisse qui oscillait entre l'alchimie et puis l'occultisme. Et pour autant, il a affirmé des choses qui restent vraies, enfin, même si ça a été remis un peu en question aujourd'hui avec les perturbateurs endocriniens, vous savez, dont tout le monde parle, sauf les endocrinologues, qui, eux, se disent, mais qu'est-ce que c'est ? Il y a longtemps qu'on sait qu'il y a des perturbateurs endocriniens, puisque les perturbateurs endocriniens ne peuvent pas s'appliquer à ce principe, c'est la dose qui fait le poison. Puisqu'on sait qu'avec les perturbateurs endocriniens, les petites doses sont parfois plus dangereuses que les grandes doses. Mais Paracelse, dans l'immense majorité des cas, a toujours raison. C'est la dose qui fait le poison. C'est une grande chose qu'il a pu dire. Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Autrement dit, quand une chose est mauvaise, si vous en mangez très peu, ça ne pose pas de problème, sauf les perturbateurs endocriniens, dit-on. Ce terme perturbateur me semblerait d'ailleurs à remettre en question, parce qu'il fait déjà peur rien qu'à lui-même. Tous les jours, vous mangez des perturbateurs endocriniens. Quand vous mangez du houblon, quand vous buvez de la bière, eh bien, il y a des perturbateurs endocriniens. Quand vous mangez des céréales, il y a des lignanes qui sont des perturbateurs endocriniens. Et ce n'est pas pour autant qu'on a des problèmes. Il faut peut-être aussi remettre les pendules à l'heure. Petite parenthèse. Alors, on arrive à l'époque moderne. Pas encore tout à fait maintenant, le 19e, avec quand même 3 grandes avancées énormes. C'est un peu schématique, excusez-moi pour ceux que j'ai oubliés. Semmelweis, qui était avant Pasteur et qui a découvert quand même l'importance de la transmission de la maladie, puisque c'est lui qui, dans les hôpitaux autrichiens, a montré que quand les chirurgiens obstétriciens, les médecins, allaient accoucher les femmes après être passés à la salle de dissection, il y avait beaucoup plus de fièvre puerpérale après qu'il soit passé de la salle de dissection à la salle d'accouchement. Il a fait passer tous ces chirurgiens dans des bacs remplis d'eau de javel, et il a vu que quand il faisait cette manœuvre, quand les médecins faisaient cette manœuvre, il y avait moins de fièvre puerpérale. Il a dit il y a sans doute quelque chose qu'ils attrapent quand ils passent de la salle de morgue à la salle d'accouchement. Donc, malheureusement, ces travaux ont mis 40 ans à apparaître, puisque vous savez qu'Internet n'existait pas et que c'était très long, et il est mort quasiment inconnu, ce Semmelweis, alors qu'il avait découvert la transmission de la maladie. Vous allez dire, c'est loin de la diététique ? Non, c'est pas loin de la diététique, parce que c'est important aussi de voir qu'il y a des choses qui viennent de l'extérieur et non pas tout de l'intérieur, les humeurs, comme on disait tout à l'heure. Puis Pasteur qui a dit la génération spontanée n'existe pas, elle se transmet, et donc il n'y a pas des microbes qui apparaissent d'un seul coup, ils sont là parce qu'ils y ont été mis, parce qu'ils se sont développés. Et puis Pasteur aussi qui du coup a légitimé le vin qui était la seule boisson hygiénique, et il y a bien sûr beaucoup d'illustrations de cette affaire-là. Ce qui est accusé aujourd'hui d'avoir encouragé, bien sûr, l'alcoolisme. Il faut dire que boire de l'eau n'était pas très sain, mais c'est la même chose aujourd'hui dans certains pays en voie de développement où il vaut mieux boire du Coca-Cola, je suis désolé, que de l'eau, parce que vous êtes moins empoisonné, en tout cas en termes d'intoxication alimentaire, avec du Coca-Cola qu'avec de l'eau. Mais ça serait mieux qu'on fasse de l'assainissement. La meilleure façon de faire moins boire du Coca-Cola dans un pays en voie de développement, c'est développer l'hygiène et l'assainissement. Et puis Claude Bernard, bien sûr, le grand précurseur, qui a dit, bien sûr, les sucres que l'on mange est important, mais il n'y a pas que les sucres que l'on mange, il y a aussi les sucres que l'on fabrique. Et le foie fabrique du sucre. C'est la fonction glycogénique du foie qui a été découverte par Claude Bernard. C'est incroyable de voir qu'il y a 1 siècle et demi, presque 2 siècles, il a découvert ça. Et c'est très important, car aujourd'hui, nos diabétiques fabriquent du sucre, même s'ils n'en mangent pas, c'est normal, parce qu'ils ont ce foie qui fabrique du sucre, et nous aussi. Donc c'est l'importance de la régulation, et on est passé de quelque chose qui était les humeurs qui fabriquaient tout à quelque chose qui est régulé. C'est tout à fait important. Autrement dit, le 19e siècle, c'est dire les maladies ne sont plus liées aux humeurs internes, mais à des agents externes, dont bien sûr les agents microbiens, mais également la nutrition. 20e siècle, on y arrive avec Metchnikoff, qui était pasteurien, puisqu'il était de l'Institut Pasteur, et qui lui a
découvert le rôle extrêmement important des ferments lactiques. C'est pas nouveau et a permis aux yaourts de sortir de leur anonymat en quelque sorte. Mais vous savez que les premiers yaourts ont été vendus en pharmacie. On pourrait dire la même chose du chocolat, du café qui a d'abord été vendu en pharmacie. Avant d'être même l'alcool qui était vendu en pharmacie, encore aujourd'hui d'ailleurs, qui était donc un précurseur de ces ferments lactiques dont aujourd'hui on découvre toute l'importance avec ce qu'on appelle les probiotiques. Avant 1930, la diététique, c'est quoi ? Eh bien, la diététique, c'est essentiellement dire il y a des choses qui manquent et qui, quand elles nous manquent, ça ne va pas et il ne faut pas qu'on en manque. Donc, 1913, découverte de la vitamine B1, et puis ensuite, ça a continué, jusque très récemment encore. 1930, première découverte des acides gras essentiels, donc c'est quand même presque un siècle de l'acide linoléique. Et donc, la nutrition, ça a d'abord été ne manquer de rien. Donc, première chose. Et puis, donc, la nutrition, c'était d'abord lutter contre les carences. Et on comprend bien que dans un contexte de pauvreté, de guerre, et puis ensuite de rationnement, eh bien, il y a eu vraiment cette diététique qui était tournée vers « il faut absolument fournir des quantités suffisantes à la population ». Et l'école française, une grande école de nutrition à cette époque-là, a été vraiment pionnière dans cette affaire-là, avec des travaux cliniques, les premiers travaux cliniques, des travaux expérimentaux pour voir un petit peu ce qui se passait quand on manquait de quelque chose. Des médecins également qui se sont soumis à des carences, c'est très connu, avec Ebert notamment, qui s'est soumis à une carence en acide folique pour voir ce que ça donnait. Il faisait des prélèvements pour voir que très rapidement, enfin en quelques mois, il avait une anémie qui survenait. Vous savez qu'à une époque, les médecins étaient en fait eux-mêmes leur propre sujet d'expérience. À cette époque-là aussi, la notion de ration qui apparaît, c'est-à-dire on décrète des quantités qu'il faut manger pour être en bonne santé. Et puis les premières enquêtes alimentaires, notamment avec l'irruption des premières tables de composition alimentaire faites par Lucie Randouin, la fameuse Lucie Randouin que tous les diététiciennes connaissent, puisque elle a fait les premières tables de composition alimentaire qui sont en grande partie encore valables, même si les aliments évoluent un peu. Et à l'époque, les nutritionnistes, et c'est tout leur honneur, étaient surtout des alimentationnistes, c'est-à-dire des gens qui s'intéressaient aux aliments plus qu'aux nutriments, même si les nutriments étaient la finalité. C'est très intéressant parce qu'en fait, aujourd'hui, nous pensons, nous, nutritionnistes modernes, qu'en fait, nous devons aussi redevenir des alimentationnistes, c'est-à-dire nous intéresser aux aliments et pas aux nutriments. C'est une grosse erreur que de s'être intéressé excessivement aux nutriments. Ça a été d'ailleurs l'école américaine. À cette époque-là, il y a des travaux qui le montrent clairement, où les Américains s'intéressaient essentiellement aux nutriments, un peu comme s'ils étaient des nutritionnistes hors sol, et ça ne s'intéressait pas à ce que les gens mangent, mais disséquer les aliments pour observer le contenu en nutriments. Et donc, une différence entre ces deux écoles, c'est intéressant. Aux États-Unis, d'ailleurs, c'est l'époque où, entre 1850 et 2000, il y a des travaux qui relatent ça, les messages nutritionnels eux-mêmes ont évolué, et c'est un travail qui a été fait sur les livres qui étaient déjà donnés dès 1850 pour enseigner aux enfants, aux parents, aux enseignants, ce que les enfants devaient manger. Et dans la période 1850-1924, les auteurs séparent les choses ainsi. Eh bien, ce qui importait, c'était les calories, les quantités, manger suffisamment, Little Book for Little Cook, 5 groups. Voilà. Ensuite, 1925-1969, eh bien, c'est l'époque, suite à ce que je vous ai indiqué il y a un instant, où on s'intéresse aux vitamines, aux minéraux, aux protéines. Finalement, on découvre l'importance des nutriments. Et des conseils, des livres sont donnés qui sont basés sur avoir des aliments qui sont riches, qui apportent tout ce qu'il faut. À partir des années 70, McGovern notamment, c'est la fameuse époque où les Américains se sont rendus compte qu'il y avait des excès, des dérives alimentaires, et on est arrivé donc à la pyramide alimentaire qui existe toujours, à des guidelines pour l'alimentation américaine, à l'Association américaine pour le cœur,
des cardiologistes qui commencent à faire des livres. On rentre dans la médicalisation de la nutrition, on rentre dans la restriction, cette médicalisation qui nous pose des gros problèmes aujourd'hui, puisqu'elle a perturbé la relation que nous avons avec la nourriture. C'est vraiment un très gros problème. L'époque américaine, qui n'a pas du tout porté ses fruits, puisque au plus on médicalise l'alimentation, au plus on est dans l'interdit, de la diabolisation des aliments, au moins ça se passe bien. Et on voit très bien que l'épidémie d'obésité a beaucoup plus cru aux États-Unis que dans d'autres pays, notamment en France. Donc, ça n'est pas tout à fait brillant. XXe siècle, toujours, avec 1950-1960, eh bien, l'irruption de la génétique. Bien sûr, la génétique existait déjà avant avec Mendel, qui avait croisé ses haricots, ses petits pois, surtout, vous le savez. Mais la génétique, avec la découverte de l'ADN, Monod, les prix Nobel, qui montrent que finalement on est différent et que notre génétique, elle, va permettre l'expression de cette différence. Avec des notions qui ne sont pas toujours passées encore dans l'esprit des gens, puisque si on se rappelle ce principe d'incorporation dont je vous ai parlé tout à l'heure, un certain nombre de gens sont persuadés que si on mange des OGM, eh bien on va devenir nous-mêmes OGM. Alors vous allez dire non, c'est quoi cette histoire d'OGM ? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ? C'est pourtant une pensée qui est classique. Et pourtant, vous êtes d'accord avec moi, quand vous mangez du bœuf, il n'y a pas des cornes qui vous poussent. Et quand vous mangez du mouton, vous n'avez pas de la laine qui vous pousse. Effectivement, nos protéines sont nos protéines. Elles sont totalement resynthétisées sur la base génétique de l'ADN. Nous n'avons pas de protéines de bœuf, d'agneau, de mouton ou de poulet dans notre corps. Nous avons des protéines humaines qui dépendent de notre ADN humain, même si ça peut être les mêmes protéines que celles des autres espèces et des autres mammifères. Et donc, le principe d'incorporation fait que la croyance est toujours là, c'est que je vais avoir des oreilles de lapin qui vont me pousser quand je vais manger du lapin. Je caricature à peine. La preuve, un certain nombre de gens sont persuadés que s'ils mangent des protéines OGM, ils vont avoir des protéines OGM dans le corps, ce qui est bien sûr tout à fait faux. Alors ensuite, l'épidémiologie qui est venue à la rescousse, c'est incroyable. Les grands progrès de la médecine et de la nutrition, c'est l'épidémiologie. C'est des très 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 grands progrès qui ont permis de sortir du cas particulier qui était toujours un petit peu mis en avant et qui est toujours aussi dans notre inconscient, j'allais dire individuel et collectif, à savoir que finalement, je connais un tel qui a bu comme un trou toute sa vie et finalement il est mort très tard. Comme quoi, ça ne sert à rien peut-être d'être attentif à son alimentation, j'exagère à peine. Et je connais un tel qui faisait très attention à son alimentation, et bien pas de chance. Il est mort à 25 ans, écrasé par un tramway. Et donc vous voyez, il n'y a rien à voir entre bien manger et puis la santé et la longévité, puisque je connais un tel qui mangeait mal et qui a vécu longtemps. C'est le cas de ma grand-tante, par exemple, qui est morte à 100 ans et qui ne cuisinait pas, n'avait pas de frigo, ne mangeait jamais aucun aliment frais, avait une alimentation dramatiquement monotone, et est morte à 100 ans en bonne santé. Si j'en tirais des généralités, je serais un mauvais nutritionniste. Il faut donc bien que l'épidémiologie vienne à la rescousse et nous dise, attendez, il y a des règles qui apparaissent et qu'on peut appliquer en général à la population. On peut être redevable à Ansel Keys des premières notions épidémiologiques en nutrition. Mais auparavant, Ansel Keys s'était manifesté, s'était signalé avec des premières applications qu'il avait données. Pour ceux qui sont plus anciens, leurs parents, leurs grands-parents leur ont parlé sans doute des rations K pendant la Deuxième Guerre mondiale. Rations K comme Ansel Keys, qui avait inventé ces rations pour les GIs américains qui arrivaient sur le sol français, qui avaient besoin de concentrés de nourriture. Il avait dit, eh bien, quand on donne des concentrés de nourriture avec tout ce qu'il faut dedans, des vitamines, des minéraux, des protéines, sans doute que les GIs vont être meilleurs. Et donc ça, c'est Ansel Keys. Et puis, après la guerre, Ansel Keys a été assez clairvoyant en disant, bon, le plan Marshall veut que nous allions importer nos habitudes alimentaires en Grèce, et puis dans toute l'Europe qui avait été ravagée. Je me pose quand même des questions, puisqu'aux États-Unis, les maladies cardiaques commencent à apparaître. En Grèce, est-ce qu'il y en a autant ? Et s'il y en a moins, est-ce que c'est pas dû quand même au mode de vie américain ou au mode de vie méditerranéen ? Et c'est ce qu'il a mis en évidence avec son étude des 7 pays, qui est en fait une étude de 16 pays, mais il en a retenu 7, ce qui est une faute méthodologique, mais enfin c'est comme ça.
Et il a montré que le mode alimentaire américain était différent et sans doute responsable de l'augmentation des cardiopathies ischémiques, des maladies cardiaques, chez les Américains comparativement aux Grecs, qui étaient exempts, et les Crétois surtout, de maladies cardiaques. C'était sans doute leur mode alimentaire. Donc l'épidémiologie est née là-dessus, avec des études qui étaient quand même très manuelles, puisque à l'époque, on faisait tout à la main, on calculait bien sûr avec des machines à calculer, mais tout était reporté à la main, et c'était quand même très très lourd. Moi-même, quand je suis rentré à Pasteur en 82, pour la première fois, la première étude épidémiologique que j'ai faite, c'était une étude épidémiologique que nous avons faite à la main, où on allait vraiment récolter les informations, les calculer manuellement sur l'alimentation des personnes âgées de la ville de Lille. Et donc les grands progrès sont venus des progrès de l'informatique, de la statistique, puis ensuite, bien sûr, du génome humain, puis ensuite de l'étude des polymorphismes et donc de la différence entre les individus, et de la génomique et de la nutrigénétique. Nutrigénomique, nutrigénétique, deux choses qui sont un petit peu différentes. Nutrigénétique, c'est l'effet différent des aliments entre les individus en fonction de notre capital génétique. Nutrigénomique, c'est comment la nutrition modifie l'expression des gènes. Le premier, c'est comment les gènes modifient les effets des aliments. Donc c'est deux choses qui sont complémentaires et donc qui ont fait faire des progrès énormes. Et puis, bien sûr, on attend des big data au XXIe siècle, encore plus de progrès. Alors, le XXe siècle, ça a été aussi le grand nutritionniste français, Jean Trémolière, que je n'ai pas eu la chance de connaître, malheureusement. J'ai juste lu ses livres, puisqu'il est décédé en 1976. Moi, je commençais mes études de médecine en 1972. Donc, je ne le connaissais pas, mais il a quand même écrit des très grands ouvrages. C'était un humaniste, c'était un grand homme, et il a marqué son époque. Et en fait, il était imprégné à la fois de la nutrition sortant des camps de concentration. Ses premières études, c'était celle-là. D'ailleurs, il y a d'autres chercheurs américains à la même époque qui ont beaucoup travaillé sur la question de la renutrition après les camps de concentration, de la grande pauvreté. Et donc, il avait beaucoup étudié ces questions-là. Puis il a commencé à étudier les questions de l'obésité et de la surnutrition. D'ailleurs, il avait écrit quelque part « Notre société crée des obèses mais ne le supporte pas ». Un de ses grands livres, « Partager le pain », est toujours un livre remarquable où il y avait philosophie, humanisme et sciences qui étaient en alliance, qui renouaient en quelque sorte. Donc Jean Trémolière, vraiment le père de la médecine, de la diététique française, qui a été à l'origine de la revue de la Société française de nutrition, qui a une nutrition et diététique, qui est la revue française de la Société savante de nutrition en France. Alors, on arrive vraiment à notre époque contemporaine, fin du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe. Comment ça se passe? Donc je fais un petit peu à nouveau un retour en arrière. La médecine à l'époque ne sait pas faire grand-chose. Guérir, c'est supprimer. L'organe malade, pas les personnes malades, mais enfin, encore que du temps de Pasteur, vous savez que pour lutter contre la rage, on étouffait les enragés. Enfin bon, c'était un peu horrible. Mais à l'époque, guérir, c'était supprimer, c'était amputer, c'était retirer le membre ou la partie malade. C'est l'époque où les régimes privatifs sont à l'honneur. Et quand on reprend des livres anciens, j'ai quelques livres anciens, j'aime bien, où je regarde, où on voit vraiment que les régimes diététiques étaient des régimes extraordinairement privatifs. Aux diabétiques, bien sûr, comme on ne savait rien, on n'avait pas encore bien compris ce que Claude Bernard avait dit, on supprimait tous les glucides, moyennant quoi ils mouraient un peu plus vite, puisque déjà ils les utilisaient mal, et en plus on leur retirait. Ensuite, milieu du XXe siècle jusqu'aux années 80, eh bien, c'est l'époque de la toute-puissance des médicaments et de la chirurgie, avec les médicaments et la chirurgie qui sont des prothèses. Docteur, donnez-moi un médicament pour dormir, pour aller à la selle, pour manger, pour avoir de l'appétit, etc. Donc, médicament qui fait tout. Le chirurgien qui remplace le cœur malade, le fémur malade. Finalement, la médecine fait tout. Eh bien, de ce fait-là, la diététique ne fait rien. Et c'est une époque où la diététique est abandonnée. On ne l'étudie pas pendant les études médicales. Personne ne apprend la diététique. Les médecins sont ignorants parce que de toute façon, les médicaments remplacent tout. C'est l'époque aussi de Jacques Attali, le grand penseur de tous les grands présidents de la République depuis 30-40 ans, avec son grand livre « L'ordre cannibale » où il explique à quel point on est passé dans cette époque de guérir égale remplacer.
Et puis, enfin, fin du XXe siècle, vient enfin la période où, sur la base de l'épidémiologie, on se rend compte qu'il y a des maladies à prévenir. Et on n'est plus uniquement dans le traitement, on est dans la prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. Et c'est aussi l'époque de la nutrition par l'épreuve avec Henri Dupin, élève de Jean Trémolière, un grand élève de Jean Trémolière que j'ai connu, Gérard Debré, j'ai connu aussi, qui sont des nutritionnistes scientifiques qui se basent sur la médecine d'épreuve en disant la médecine a montré, la diététique a montré ça, la nutrition a montré ça, et on peut vraiment affirmer un certain nombre de choses, non plus de façon empirique, mais de façon formelle, ou à peu près formelle, médecine et diététique, nutrition par l'épreuve. C'est l'époque aussi de Marianne Apfelbaum, grand nutritionniste pour ceux qui sont familiers de tout cela. Marianne Apfelbaum, c'était un grand visionnaire, un grand clairvoyant, et un de ses livres extraordinaires, Les mangeurs inégaux de Marianne Apfelbaum, qui montre qu'en fait on est totalement inégaux face à la nourriture pour des raisons qui sont multiples, notamment des questions bien sûr de nutrigénétique. C'est tout à fait connu aujourd'hui. Et donc, il commence à fustiger un peu, Marianne Apfelbaum, toutes les restrictions inappropriées, excessives, la France au régime. Il faut voir les articles, j'en ai quelques-uns de lui, qui sont quand même assez virulents sur cette... voilà. J'ai pas pu m'empêcher aussi de ressortir de mes archives de 1982, eh bien, de la clinique Marc Linquette, qui était bien sûr mon grand maître, ainsi que le professeur Marc Decoux, qui est ici présent, qui, à l'époque, sachant malheureusement encore peu de choses à la nutrition, eh bien, était dans la restriction malheureusement, et nous soignions, avec 2 I, nous soignions nos obèses avec des régimes qu'on n'oserait plus présenter aujourd'hui, puisque c'était des régimes où recto, eh bien, il n'y avait presque rien à manger, vous voyez, café ou thé sans sucre le matin, le midi crudité, viande maigre, légumes verts, fromage blanc à 0%, et le soir pareil. Et sur le verso, eh bien, il y avait tous les interdits qui étaient quand même très copieux. Bon, voilà, c'est les rectos, et ça, c'était le verso avec tous les interdits. Aujourd'hui, bien sûr, la nutrition a appris à s'éloigner de ces recommandations qui étaient des recommandations qui, en fait, aggravaient malheureusement beaucoup d'obésité. On a eu aussi l'époque de tous les chantres, et c'est pas fini, on est toujours dedans, les chantres de la maigritude, je les appelle ainsi, avec toute cette explosion extraordinaire de régimes que j'ai eu la chance, si je puis dire, de dénoncer dans le rapport de l'ANSES que j'ai dirigé en 2010, qui était l'analyse des risques liés à la pratique des régimes amaigrissants. On les a tous passés en revue. C'est assez dramatique, de Atkins en passant par Montignac, Ducamp, Mayo Clinic, Slimfast, Ananas, Soupe aux choux, et puis j'en passe et des meilleurs, Chronutrition, 5-7, Détox, Jeûne, aujourd'hui, qui est devenu un petit peu à la mode. Finalement, des régimes sans graisse, des régimes sans sucre, des régimes sans sel, des régimes sans tout, des régimes sans rien, plus rien à bouffer. On se demande ce qui nous reste, et qui font le lit de l'obésité. Atkins, qui était un médecin américain qui recommandait ce régime, donc extrêmement carencé et pauvre en sucre, lui-même est mort d'infarctus et obèse. Donc c'était pas un exemple. C'est un peu comme les grands sportifs qui sont morts obèses. On connaît la musique et les chansons. Donc voilà, et ces régimes qui ont toujours pignon sur rue, qui plaisent toujours parce qu'ils sont pleins de promesses et malheureusement pleins de déconvenues. Et puis on peut aussi, dans cette même veine, parcourir les gourous de la diététique qui fleurissent beaucoup plus que les bons nutritionnistes, avec depuis longtemps, et c'est pas nouveau, rien de nouveau sous le soleil, je vous disais tout à l'heure, 1910, 1950, Carton, Shelton, Geoffroy, Lemaire. Alors Carton qui avait déjà énuméré les 3 poisons, la viande, le sucre et l'alcool, et qui disait le microbe n'est rien, il s'opposait à Pasteur bien sûr, le terrain est tout. Donc quand on a dit ça, on a tout dit, bien entendu. Il n'a pas tout à fait tort sur la notion de terrain, l'immunité, mais si vous voulez, on balayait tout, et bien sûr on ostracisait certains aliments. Alors on ne va pas bénir et encourager l'alcool, mais déjà ce discours anti-aliment était présent. Shelton, lui, qui plus récemment invente le régime dissocié, il ne faut pas manger ça avec ça, et ça simplifie tout. Évidemment, quand les gens font ça, ça leur simplifie le cerveau, mais c'est tout ce que ça simplifie. Et puis les mouvements plutôt médecine diététique naturelle qui commencent à apparaître avec la vie claire. Charles Geoffroy, Lemaire, le raffinage tue,
ce qui est responsable de nos maladies, c'est les aliments qui sont purifiés, raffinés, appauvris. C'est pas tout à fait faux que ce sont des aliments qui perdent des propriétés, mais les discours sont toujours excessifs, et on le voit aujourd'hui. 1950, Kousmine, la crème Boudevige, avec sa recette bien connue que j'ai remise ici, Mességué, les plantes qui guérissent. 1980, Rick Azaray, avec son grand livre, avec l'argile qui est mise en premier plan. Malheureusement, cette pauvre femme a fait un accident vasculaire cérébral il y a quelques années, et elle a beaucoup été victime de l'immobilisation qui l'a clouée. Et puis Sénialé, qui est le grand gourou immunologiste du XXe siècle, avec son livre sur la médecine du XXe siècle, qui dit que la diététique guérit tout. Mais absolument tout, la sclérose en plaques, le Parkinson, la polyarthrite rhumatoïde, tout y passe, tout est guéri. Si vous faites une bonne diététique, tout est guéri. Bien sûr, on ne peut pas approuver ces excès de discours. Bien sûr, la nutrition, c'est très important, mais là, on est vraiment dans la manipulation. Et sur le plan scientifique, on n'est pas dans la vérité. Parce que la vérité est toujours beaucoup plus simple, complexe, et les hypothèses, c'est pas parce qu'il y a plusieurs hypothèses qui sont vraies qu'on peut les mettre bout à bout. Et nous-mêmes, scientifiques, on a fait des erreurs. J'aurais pas le temps de vous parler, mais de l'erreur qui est graisse saturée donne cholestérol, cholestérol égale maladie cardiovasculaire, graisse saturée égale maladie cardiovasculaire. Pas de chance, les deux ne se rejoignent pas. Et donc, on a fait des erreurs, il faut le reconnaître. 1990, le début de la médecine anti-âge, avec ce jeunisme qui est toujours à la mode, où là, il y a d'autres principes ésotériques qui apparaissent, même s'il y a toujours un petit peu de vérité dans ces erreurs, puisqu'il y a toujours un petit peu de vérité. Et puis, bien sûr, je ne l'ai pas redit, mais les nutritionnistes en herbe, toutes ces vedettes qui deviennent nutritionnistes parce qu'ils ont perdu du poids, Carlos qui donne son régime pour maigrir et puis regrossit après. En général, ils regrossissent, ils vendent moins de livres à ce moment-là, puis ils remaigrissent, ils en revendent. Donc, voilà. Et donc, on est passé de maladie de surcharge à maladie de la restriction, qui sont aujourd'hui très importantes, puisque la plupart de nos obèses sont dans la restriction qu'on appelle la restriction cognitive, qui est ce trouble comportemental que les gens ont lorsqu'on leur a dit qu'il y a des aliments qu'il ne fallait pas manger, et surtout d'autres qu'il fallait absolument manger, et donc ça crée une distorsion dans la relation avec la nourriture. Puis apparaissent aussi d'autres maladies du comportement alimentaire très graves, l'anorexie, qui est plus une maladie mentale qu'une maladie de la nutrition, l'orthorexie, qui n'est pas vraiment une maladie, mais c'est les gens qui comptent, qui calculent, qui mesurent, qui soupèsent, qui regardent, qui s'inquiètent, qui osent plus manger, qui sont bien que entre soi, entre eux. Il y a des clubs d'orthorexiques, des gens qui sont très angoissés. Et aujourd'hui, notre société est devenue orthorexique en matière d'alimentation. La peur du poison, elle est omniprésente. Alors, la peur du poison, je me suis amusé quand même à vous poser une question sur cet aliment dont j'ai fait l'analyse assez fine. Mangeriez-vous cet aliment ? Franchement, est-ce que vous le mangeriez s'il était étiqueté comme cela ? La peur du poison nous envahit, mais ici, est-ce qu'on n'aurait pas de bonnes raisons quand même de ne plus manger cet aliment qui contient, donc ce que vous voyez, il y a quand même des sucres, du fructose, toutes des choses, il y a beaucoup de E, et puis il y a un certain nombre de substances qu'on n'aimerait pas trop avoir dans son assiette, du 2,5 déméthyl, 4-hydroxy, 2H, furane, 3-on, 2,5-diméthyl, 4-méthoxy, 2H, furane, 3-on, gamma-décalactone. Eh bien, c'est bien sûr de la désinformation que je vous fais, puisque c'est la composition exacte de la fraise qui contient toutes ces molécules. Et donc on voyait à quel point, si vous voulez, l'étiquetage peut être extrêmement trompeur, et c'est pas parce qu'il y a tous ces produits chimiques entre guillemets, puisque vous savez que tout ce qui est naturel est chimique, forcément, puisque tout est chimique. Il n'y a que l'âme qui nous dépasse et nous déborde. Mais donc on peut vraiment faire des manipulations. Quand même des choses plus sérieuses ici, avec cette question, est-ce que vous êtes pour l'interdiction totale du monoxyde d'hydrogène ? Il y a 34 ans a été lancée la première alerte, moi je l'ai vécu, concernant les dangers d'une substance chimique inodore, incolore et à laquelle nous sommes tous exposés quotidiennement, le monoxyde de dihydrogène, le MODH, notamment connu avec d'autres noms tels qu'hydroxyde d'hydrogène, acide hydroxyque. Ce produit fait l'objet d'un intense lobbying. Gouvernement et armée dépensent annuellement des milliards d'euros pour le stocker et le contrôler. C'est étonnamment un produit de l'industrie chimique utilisé couramment comme solvant, diluant,
connu pour entraîner la corrosion et la destruction de nombreux métaux. Or, on parle d'un produit omniprésent dans notre environnement. On le retrouve en quantité substantielle dans tous les fleuves de France, jusque dans l'alimentation, les surgelés, les fast-foods, mais également les produits bio. In vitro, on a observé que le MODH pouvait provoquer l'éclatement des cellules humaines. Il est retrouvé dans toutes les biopsies des lésions précancéreuses, dans les tumeurs des malades de cancer, en phase terminale. Une ingestion de MODH a aussi des effets biologiques avérés à court terme, tels que sudation, miction excessive. En augmentant les doses, on peut observer du ballonnement, des nausées, des vomissements. Ça peut aller jusqu'à des déséquilibres hydroélectrolytiques pouvant entraîner le coma. Concernant son inhalation, même en faible quantité, elle peut causer une mort par asphyxie. C'est d'ailleurs pour cette raison que le MODH est utilisé dans certains protocoles de torture, comme ce fut le cas à Guantanamo. L'OMS estime à 372 000 le nombre annuel de morts liés à son inhalation accidentelle. 91% de ces morts se produisent dans les pays les moins favorisés, etc., etc. Concluons sur ces mots. Toutes les personnes qui sont entrées en contact avec le MODH sont mortes ou vont mourir. On parle pourtant d'un produit en accès libre. C'est une pétition que la plupart des gens ont signé en disant on est d'accord, MODH, c'est l'eau. H2O. Alors comprenez bien à quel point on peut manipuler l'opinion avec des phrases comme celle-là. C'est pas un gag, hein, ça a vraiment été proposé. Il y a des enquêtes qui ont été faites. On a demandé est-ce que vous êtes pour la suppression du MODH. Alors je ne ferai pas le rapprochement avec le glyphosate, rassurez-vous. Mais c'est quand même assez impressionnant de voir à quel point aujourd'hui notre société est empoisonnée par des discours. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les peurs alimentaires sont devenues le fonds de commerce de tous ceux qui gravitent autour de la nutrition, le plus souvent des ignorants notoires, hein, même s'il y a toujours une part de vérité dans un certain nombre de choses. Et vous voyez, pour nous rassurer, nous nutritionnistes qui sommes confrontés tous les jours à des diabolisations d'aliments, c'est pas nouveau. Simplement, ça s'est accéléré depuis un siècle. Et c'est vrai que dans les discours anciens que je vous ai montrés, de la Bible, de l'école de Salerne, on était plutôt dans une vision positive de l'alimentation. Aujourd'hui, c'est moins le cas. 1910, rappelez-vous, carton, sucre, viande, alcool. 1950, le pain est banni, le pain fait grossir, le sel est dangereux. 1970, c'est le gras, le beurre qu'il faut bannir. McGovern aux USA. Les années 2000, ça s'accélère. Le lait, bien sûr, est un mauvais aliment. Les OGM, le lactose. 2005-2010, le gluten, palme, pesticides. 2015-2017, les produits d'origine animale, le sucre à nouveau. Alors on se rassure en disant que ça va revenir. De toute façon, c'est cyclique. Simplement, on a plutôt du mal à s'y retrouver avec tous ces interdits, tous ces aliments qui sont diabolisés les uns après les autres. Alors pour terminer, on approche de la fin. Quand même, qu'est devenue la nutrition aujourd'hui avec d'autres éclairages ? Parce que c'est quand même intéressant de sortir de toute cette ornière. Eh bien, d'abord, l'éclairage ethnologique avec des grands chercheurs comme Claude Lévi-Strauss qui nous rassurent un peu, mais qui nous redisent aussi cette pensée magique dont je vous ai parlé tout à l'heure, principe d'incorporation. La symbolique alimentaire, un aliment doit être bon à penser et bon à manger. Mais bon à penser, c'est très important. Quand on vous montre les étiquettes de la fraise que je vous ai montré tout à l'heure, je pense que si c'était étiqueté comme cela, il n'y a plus personne qui aimerait manger des fraises. Et on voit à quel point, vraiment, on est un peu en difficulté avec le changement de relation à la nourriture sous cette forme. Des grands sociologues comme Claude Fischler, qui est un ami qui a écrit L'omnivore avec un H qui a été oublié, je suis désolé, il l'avait écrit avec un H, hein, je corrigerai l'omnivore pour bien montrer que l'homme est omnivore, l'omnivore c'est un jeu de mots avec un H. Et puis des idées aussi tout à fait intéressantes qu'il a véhiculées, c'est un sociologue de très grand renom, hein, notamment ces fameux OCNI, hein, qui signifie que nous mangeons des objets comestibles non identifiés, hein, par référence à des ovnis, aux volants non identifiés. C'est un peu le problème d'aujourd'hui, c'est que ce que nous mangeons, c'est des boîtes noires, et ces boîtes noires, eh bien, ça nous fait un peu peur. C'est quand même quelque chose qui va un peu dans le sens de toutes ces peurs alimentaires. Et puis, les avancées de la science nutritionnelle aujourd'hui, hein, qui évolue à très 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 grands pas. J'en ai déjà parlé un tout petit peu tout à l'heure, hein, la nutrigénétique, hein, les effets variables de la nutrition selon nos différents génétiques, les polymorphismes. On n'a pas du tout tous les mêmes réactions, si je puis dire, chimiques, biologiques, par rapport à l'alimentation et par rapport à plein de choses. L'émergence aussi de l'épigénétique qui fait vraiment une percée
dans tous les domaines de la médecine et notamment de la nutrition très précoce, puisque l'épigénétique, c'est la modification de l'expression des gènes liés à des facteurs environnementaux, que ce soit des facteurs nutritionnels ou des contaminants, le tabac par exemple, qui est un très puissant épigénétique, modulateur de l'épigénétique, pardon, qui survient beaucoup in utero et qui va modifier l'expression des gènes et pas les gènes, et c'est ça qui est assez incroyable, c'est pas héréditaire mais c'est transmis de génération en génération. Et ça explique sans doute en partie l'épidémie d'obésité qui ne s'arrête pas alors que les facteurs favorisants pour certains sont en train de s'atténuer. Puisqu'aujourd'hui, les gens mangent moins, ils sont plus attentifs à leur alimentation, l'épidémie d'obésité continue à croître, notamment dans d'autres pays, en France un petit peu moins quand même, et parce que l'épigénétique se transmet, c'est-à-dire la capacité à stocker, par exemple, se transmet de génération en génération à travers ces modifications très précoces. Donc c'est assez compliqué de s'en sortir. L'émergence aussi du microbiote, qui est devenu notre copain en quelque sorte, qu'on ne connaissait pas, avec ces 10 puissance 14 cellules, qui est assez extraordinaire en relation avec l'hôte, avec la nutrition, qui sont un peu nouveaux partenaires de la nutrition. La métabolomique aussi, qui est la signature, mais vraiment extraordinaire de ce que nous mangeons, avec des choses qu'on ne soupçonnait pas, c'est-à-dire qu'on va analyser tous les métabolites qui changent en fonction de... Par exemple, si vous mangez du camembert ou si vous mangez du comté, il y a fort à parier que vous n'aurez pas les mêmes métabolites qui vont apparaître dans votre sang, dans vos urines, dans vos selles, etc. Alors évidemment, j'ai choisi des aliments qui sont assez proches, mais si on prend des aliments différents et des modes alimentaires différents, c'est une révolution. Ça montre bien les effets très importants de l'alimentation. C'est pas pour nous affoler, mais c'est intéressant. C'est l'empreinte métabolique d'un aliment ou d'un mode alimentaire. Et puis l'effet matrice qui me tient beaucoup à cœur, c'est le fait que les nutriments ne doivent pas être sortis de leur contexte. Le calcium n'a pas du tout les mêmes effets selon qu'il est présent dans du lait, ou qu'il est présent dans de l'eau, ou qu'il est présent dans un complément alimentaire ou dans des arêtes de poisson. Il y a des effets qui peuvent être semblables, il y en a d'autres qui peuvent être radicalement différents. C'est l'effet matrice. Le nutriment est porté par un aliment qui a d'autres composés extrêmement importants. 21e siècle aujourd'hui, avec d'autres idées que je ressors brièvement. La médicalisation excessive de la nutrition, sans doute, c'est un vrai problème. On a perdu un petit peu la relation normale avec la nourriture, j'ai dit à plusieurs reprises. Manger maintenant, c'est avant tout calculer, se soigner. Bien sûr, c'est important l'alimentation pour la santé, mais c'est excessif. L'individualisme qui est propre à notre époque, chacun son régime. Moi, je mange sur le gluten, toi, tu manges sans quoi ? Ah ben moi, je mange sans rien. Enfin bon, voilà, chacun son petit couplet. Donc ça, c'est malheureusement la perte du partage. Le relativisme, il y en a qui mangent comme ça, il y en a qui mangent comme ça. Et donc la dimension sociale qui sort, c'est un petit peu proche de l'individualisme. La peur de manquer, qui était quand même très prévalente et qui fait qu'on stocke. Et on est encore dans cette dimension-là. Combien de gens stockent dès qu'il y a une petite alerte ? Ils stockent de l'essence, ils stockent du sucre, ils stockent tout ce qu'ils peuvent. Peur de manquer. Mais aussi la peur de l'empoisonnement qui est propre à la nature humaine puisque nous sommes omnivores. Mais aujourd'hui, cette peur de l'empoisonnement, elle touche des domaines qui ne sont pas justifiés. Je vous ai donné quelques exemples un peu caricaturaux, et qui sont alimentés par ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte, qui ont beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de crédit, beaucoup plus accompagnés par les pouvoirs publics. Le lobbying des lanceurs d'alerte, lui, il n'y a aucun problème. Ils peuvent faire du lobbying autant qu'ils veulent, raconter n'importe quoi à la radio ou à la télé, mais n'importe quoi. Par contre, le lobbying des industries agroalimentaires et des scientifiques, alors n'en parlons pas, nous on est payés, corrompus, absolument, les experts en question. Et donc on arrive aussi aujourd'hui à un certain terrorisme alimentaire, je suis un peu négatif là, en disant aujourd'hui il faut manger comme ça. Et donc j'avais écrit une fois un article dans le Figaro où j'avais dit je crains le jour où on devra manger droit. Le devoir de manger droit. Il faut manger comme ça. Malheureusement, le Haut Conseil pour la santé publique est parti dans cette voie-là en nous disant absolument ce qu'il faut manger et ne pas manger sous peine de je ne sais quoi. Donc, se posent d'ailleurs des questions éthiques sur ces questions-là, des interrogations éthiques sur le devoir d'être en bonne santé. Ouais. On n'est pas tous égaux pour savoir être en bonne santé. Les injonctions pour manger droit, c'est ce que vous disiez. Il faut absolument manger droit, sinon on n'est pas un bon citoyen. Ça, c'est embêtant. Les normes sociales, il ne faut pas être gros, pas
pas être trop maigre, pas être trop petit, pas être trop grand, pas être trop ceci. Les normes sociales, les normes médicales. Nous, médecins, on est devenus des gens qui normons les choses, mais heureusement pas tous. La médecine prédictive, qui est quand même un peu dangereuse. Si vous mangez comme ça, vous allez tomber malade. Attention, on ne sait pas tout. Il y a des régimes, par exemple, qui, pour des raisons de nutrigénétique, nous indiqueraient que pour prévenir les maladies cardiovasculaires, on devrait manger, par exemple, moins de fruits. Et on a le même notre génétique qui nous dit que si on mange plus de fruits, ça serait mieux pour nous pour diminuer le risque de cancer. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est un gros problème parce que le généticien là, en quelque sorte, joue un peu à l'apprenti sorcier. Attention à la médecine prédictive. La médecine prédictive, à mon avis, n'existe pas. Elle peut simplement dire il y a éventuellement plus de risques si ceci ou cela. La nutrition personnalisée qui est très bien, bien sûr, parce qu'on est tous différents, mais aussi qui peut-être demain nous empêchera de manger ensemble, parce que moi je vais venir avec mon petit tupperware, parce que moi je mange comme ça et pas toi comme ça. Donc attention à la nutrition trop personnalisée, et puis toute la question aussi du gaspillage alimentaire. Je terminerai, je crois que c'est la dernière, l'avant-dernière. Je terminerai en disant que aujourd'hui la nutrition, c'est d'abord de la complexité. Ça ne veut pas dire que c'est compliqué. Ça veut dire qu'il faut prendre en compte le microbiote, les interactions génétiques, l'effet matrice, le style de vie. Tout le style de vie. Et donc, avec prudence et sagesse, on retourne à la Bible et à l'école de Salerne. Que la nutrition, c'est aussi beaucoup de facteurs qui interfèrent. Et nous, nutritionnistes, on doit aussi connaître un peu l'histoire, la culture, la cuisine, la socio-économie, la psychologie, la génétique. Alors, la génétique, c'est compliqué, mais on doit quand même avoir des notions de tout cela. On ne peut pas faire la nutrition sans prendre en compte cette dimension-là. Que la diététique, eh bien, elle est simple finalement. Si on tient compte de la variété alimentaire, de la modération, de la qualité des aliments, on a à peu près tout bon, 100% bon, avec, comme dirait ma concierge, ma cousine, ma copine, ma voisine, manger un peu de tout, c'est bien. Manger de tout un peu, c'est bien aussi. Donc finalement, pas besoin de faire trop d'études. L'importance du goût, l'importance du plaisir aussi, l'importance de la convivialité, très 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 important, qui a souvent été occulté. Et comme le disait Jean Trémolière, la diététique, c'est un art de vivre. Donc vraiment, voilà, c'est une façon de vivre, c'est un art de vivre. C'est d'ailleurs l'étymologie de diéta en grec, veut dire genre de vie, style de vie, art de vivre. Et donc, je terminerai vraiment en disant que bien manger, c'est respecter les triples fonctions de l'acte alimentaire, nourrir, réjouir, réunir, nourrir, manger des aliments nourrissants. Il est bon et normal de manger des aliments qui nous nourrissent, parce que si vous mangez des aliments qui ne vous nourrissent pas, il faudra manger après, ça n'ira pas. De manger des aliments qui sont bons, parce que c'est important de manger des choses qui sont bonnes, et puis manger, si possible, avec d'autres, et si possible, pourquoi pas à table. Voilà, donc un petit panorama sur l'histoire de la diététique à ma sauce. Merci.